Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi voir Gaëlle pour un épisode au bord du bassin, enregistré entre deux sorties scolaires, les pieds dans la mare du jardin du Luxembourg. Dans cet épisode, Gaëlle nous parlera de son parcours entre rêve d'enfant chirurgienne à danseuse professionnelle. Elle évoquera aussi les différents tournants qu'elle a pu prendre pendant ses études et de la manière dont ces expériences ont forgé la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Comme tu pourras l'entendre dans notre échange, elle a aussi à cœur de démystifier la notion de talent pour lui préférer les valeurs de persévérance et travail. Si tu aimes les Pokémon, sa métaphore te parlera certainement. Sinon, well, welcome to my club. J'espère en tout cas que l'épisode te plaira et je te dis à tout à l'heure au bord de l'eau. Bonne écoute. Eh bien écoute, c'est parti. Ok. Merci beaucoup. C'est trop chouette de te recevoir sur ce podcast. Le plaisir est partagé. Avant de commencer, je vais te poser la question que j'aime bien poser aux gens parce que je suis assez curieuse. Mais quand tu étais petite, tu voulais faire quoi ou tu voulais devenir qui? J'ai effectivement une réponse que je peux apporter à ta question. Donc quand j'étais petite, j'avais envie de devenir chirurgien. Ok. Et alors c'était l'idée vraiment de tripatouiller, jouer avec des ustensiles. Ah, ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au collège, on a commencé à avoir des cours de SVT avec notamment de la dissection. Et je supportais pas du tout la vue du sang. D'accord. Et l'odeur, c'était très compliqué. Et j'ai presque des moments où je m'évanouissais. Donc j'ai dû un peu m'écarter de cette idée d'enfant, mais voilà, j'avais pas, je crois, pas d'autre aspiration que devenir chirurgien. Ok. Et c'est au collège que t'as dû un peu changer d'envie? Oui, tout à fait. Mais tu vois, actuellement, quand je réfléchis à cette idée que j'avais en tant qu'enfant, je me demande si c'est pas effectivement, est-ce qu'on n'a pas été biaisé finalement en tant que femme à se dire, est-ce que voilà, ça s'est pas passé plutôt fin de primaire, collège, de savoir est-ce que je peux surmonter cette peur du sang, est-ce que je peux surmonter ce souci d'odeur? Non, parce que je suis une fille, donc c'est normal que voilà. Je me suis posé aussi cette question. Après, je sais pas, je saurais jamais de me fermer en fait les portes d'un métier qui est plutôt à vocation masculine. Ah, ultra intéressant. Mais parce qu'on sait actuellement qu'il y a énormément de biais en fait qui sont créés dans la tête des jeunes filles à cet âge-là. Et donc, elle se ferme pas mal de portes pour tous les métiers scientifiques, notamment de la physique. Ouais. Tout ce qui touche... moi, je pense à tout ce qui touche aux maths, notamment. Parce que je sais que moi, je me suis toujours dit que j'étais nulle en maths. Alors qu'en fait, il y a aussi, je pense, ce biais de... les mecs réussissent bien en maths, les filles, c'est plus des matières littéraires. Et même après, la population qui est en prépa, ça se retrouve aussi. Oui, tout à fait. Et en fait, il y avait des études qui démontrent que... Alors, il y a différents critères que tu peux évaluer, mais notamment chez les filles et les garçons en primaire ou au collège, les feedbacks qu'ils reçoivent des professeurs sont complètement différents en fait selon en fait les résultats qu'ils ont. Donc admettons, une fille est forte en maths et un garçon est fort en maths. Le garçon qui est fort en maths va recevoir « Ah oui, t'es naturellement bon à ça ». Et la fille recevra « Ah oui, tu es très studieuse ». Et en fait, à partir de ces feedbacks, tu te crées une limiting belief en anglais. Ouais, alors, donc une croyance limitée par rapport à toi-même. Et donc tu vas intégrer ce feedback comme étant une vérité pour toi, et après ça va déterminer la façon dont tu performes à l'école. Ok. Je me dis, est-ce que c'est aussi pour ça que souvent les mecs se disent plus j'y vais au talent, ou c'est le talent qui joue, et les filles se disent plus il faut que je travaille. Exactement. Et après t'as ce truc de je postule pas si j'ai pas... Exactement, c'est complètement lié. Et le problème, c'est que ça se passe, du moins, moi c'est ce que je crois, et ça se passe très très tôt en fait, c'est dès la primaire. Il y a des choses encore pires, mais alors là qui ne concerne pas le genre, c'est sur les enfants qui viennent d'un milieu favorisé et d'autres qui viennent de milieux défavorisés. Ils ont fait une étude rien qu'en primaire pour montrer en fait le type de feedback qu'ils recevaient par les professeurs. Donc c'est complètement inconscient, hein, c'est pas du tout... Et en fait, les enfants qui viennent d'un milieu défavorisé reçoivent en majorité des commentaires négatifs sur leur performance. D'accord. Alors que les enfants en fait qui viennent d'un milieu aisé reçoivent souvent en fait des commentaires positifs en disant tu es naturellement bon à ça, tu es bon, vas-y, tu peux y arriver, etc. Et donc en fait, ils développent une confiance en eux, pas forcément disproportionnée de la réalité, mais
qui leur permet en fait de continuer dans des études et d'avoir un peu ce sentiment de oui je suis bon, je peux y arriver, alors que quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé ne reçoit pas ses feedbacks et en plus reçoit des feedbacks négatifs. Donc il est déjà amené à se retirer aussi des parcours plus complexes très tôt comme au collège. Ok, mais c'est très intéressant de se dire que ça se passe aussi au passage à la primaire et déjà très tôt. Parce que je me dis, ça veut dire qu'on est aussi conditionné depuis très longtemps et que ça va être encore plus difficile de pouvoir déconstruire ça. Toi, tu t'es posé quand cette question par rapport à la chirurgie ou... C'était, je crois, primaire, ouais. C'était vraiment primaire. Enfin, quand t'as commencé à analyser plus ce côté... C'était vraiment au collège. En fait, je y pensais plus vraiment. C'était pas vraiment ce qui importait à ce moment-là, mais c'est vrai que les premiers cours d'SVT, tout de suite, je me suis dit, non, ça va pas être possible, en fait. Okay. Je me suis fermé beaucoup de portes, et puis même tout le rapport aux maths aussi était très compliqué. Parce que, voilà, j'avais l'impression que c'était pas limpide, que ça devait être automatique, ça devait être... Ouais. En fait, j'avais pas l'impression que on pouvait réussir dans ces carrières si on travaillait. Okay. Il fallait être naturellement bon en maths ou dans les calculs ou dans toutes les matières scientifiques pour y arriver, quoi. Ah, mais c'est ouf parce que vu la discussion qu'on vient d'avoir sur la danse, je passe vraiment du coq à l'âne. C'est parfait. Mais je me rends compte que pendant très longtemps, moi, j'avais un peu cette vision-là, mais aussi plus des matières artistiques où je me disais, soit tu nais bonne en dessin, et t'as à peine besoin de perfectionner ton art, mais ça y est, tu nais, t'as déjà ta patte. Pareil pour le fait d'écrire. Et c'est drôle que tu dis ça pour les maths, parce que dans mon esprit, la danse, c'est vraiment le genre de pratique qu'il faut travailler. Mais j'allais dire à bras le corps, mais c'est le cas de le dire. Depuis que t'es super jeune, et tu peux pas y arriver sans ce travail non plus. Alors ça, je suis assez d'accord. Après, je pense que si vraiment tu te donnes les moyens et que ça devient une obsession proprement parler, tu peux y arriver. Après, effectivement, c'est des choses qui demandent énormément de pratique. Je sais pas quel est vraiment l'impact d'avoir commencé aussi jeune, mais je pense que tu peux avoir aussi plein de richesses du fait d'avoir fait autre chose que ne faire que ça depuis ton plus jeune âge. Mais en fait, il y a des études quand même qui ont démontré qu'on a en majorité pas de... il y a des prédispositions, mais ce qui fait réellement la force dans une matière ou la force le talent, c'est la pratique répétée. Et qui va après spécialiser nos zones du cerveau, donc la neuroplasticité aide à ça, qui va spécialiser nos zones du cerveau à devenir experts dans ces matières. Donc on a cette idée en tant qu'enfant, et alors je sais pas si c'est la société ou quoi, qu'il faut être forcément bon dans quelque chose pour y arriver, pour exceller, mais en fait la vérité c'est que c'est absolument pas ça. Le talent fait une toute petite partie en fait de la... Ouais, je pense que le talent c'est aussi quelque chose, j'allais dire pas de construire, mais souvent c'est aussi ton univers qui fait que tu vas te sentir peut-être plus créatif, plus penché vers telle ou telle matière, et tu vas vouloir te développer là-dedans. Trop intéressant. Et c'est quelque chose d'assez assez intéressant. Alors j'ai l'image c'est trop rigolo, mais un Pokémon qui est considéré comme le Pokémon le plus nul de tout le Pokédex. En fait, c'est Magikarp. Magikarp, je sais pas si tu vois. Alors je connais très peu les Pokémon, mais j'ai ri. Parce que je dis souvent quand les gens changent ou qu'ils arrivent à se perfectionner dans des trucs, que tu deviens ton évolution Pokémon. Voilà, c'est ça. Mais c'est la seule connaissance que j'ai de c'est hyper intéressant parce que en fait Magikarp, il est considéré comme le plus nul parce que il n'évolue pas. Il peut pas se battre. Oui, du moins tu peux le faire, tu peux l'amener sur le combat, mais il va seulement pouvoir faire une attaque, il me semble, et après il va se faire tuer. Et le truc c'est que... Attends, mais du coup il sert à quoi ? En fait Magikarp va amener une sorte va rater à chaque fois dans les combats de Pokémon, mais il va mettre très 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 longtemps à évoluer. Mais une fois qu'il est évolué, ça devient cet énorme poisson géant. D'accord. Et qui est vraiment incroyable d'un point de vue combat. Ok. Mais voilà, il va... Carp. D'accord. Et c'est vrai que, non, pour le coup, Magikarp, c'est un peu cette idée de dire que
En fait, il y a énormément de gens dans la vie qui ont fini par mener un grand succès en fait dans la carrière qu'ils avaient choisie. Ouais. Non pas parce qu'ils avaient du talent au départ, mais parce qu'ils avaient vraiment de l'ambition pour eux-mêmes et de la persévérance. Ok. Et je pense que le critère le plus important en fait finalement dans le choix qu'on fait, alors peut-être ça serait bien d'enseigner ça aux jeunes, mais c'est l'envie. C'est la volonté en fait de faire quelque chose. C'est ça, je pense, le plus important. Ok. Tant que t'as la volonté de continuer à avancer dans une matière ou un métier, on pourrait dire, je pense que tu peux te donner les moyens d'y arriver. Ok. Même si t'as l'impression que ton parcours c'est uniquement je rate. Mais il faut penser à Magikarp. Ok, donc si t'étais un Pokémon, tu serais Magikarp. Alors non, moi je sais pas si je serais Magikarp parce que j'ai pas eu je manque un peu de détermination, enfin de persévérance on va dire parfois. Ok. Et puis moi c'est surtout l'envie en fait qui est problématique chez moi. Je sais que je peux à peu près tout faire, mais l'idée c'est de rester focalisé sur quelque chose et ça peut me porter défaut je pense parfois. Donc c'est pour ça que là je me dis pourquoi pas aller vers les innovations et les incubateurs parce que je vais voir passer beaucoup de choses et ça va pouvoir me satisfaire intellectuellement parce que j'aime la diversité, j'aime la nouveauté, j'ai soif d'apprentissage sur plein de choses différentes et en même temps j'aime pas me spécialiser spécialement dans quelque chose. Mais du coup, est-ce que tu peux te présenter justement et me dire un peu quel était ton parcours? Ok. Alors oui, c'est moi, je suis partie sur les Pokémon. C'est bien plus intéressant quand même que d'avoir ma fiche d'identité. Alors moi c'est Gaëlle. Donc j'ai 24 ans. J'ai eu un parcours, on va dire, assez différent de la plupart des gens. Disons que j'ai fait un lycée baccalauréat S. Ok. Pour l'instant, c'est assez classique. Assez classique. Mais bon, j'ai suivi quand même les recommandations de mon père. D'accord. J'ai été un peu, pas contrainte, mais disons que bien encouragée à faire S parce que justement, il y avait l'idée de ça laisse toutes les portes ouvertes en termes de métier. Vu que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc du moins, j'étais pas intéressée. D'accord. C'est quand même différent. Voilà, donc j'étais pas vraiment sensibilisée à ce que je voulais faire. Et arrivée donc à la terminale, j'ai choisi d'aller en Angleterre. Ok. Donc suivre un parcours l'équivalent d'APB mais qui s'appelait UCAS à l'époque. Ok. Anglais, donc je sais plus si c'est le cas. Et donc j'ai intégré une université anglaise qui s'appelle l'université de Nottingham, donc University of Nottingham. D'accord. C'était alors pour y rentrer, j'ai dû passer donc des tests d'anglais. Ok. Prévoir mes notes du baccalauréat que j'allais obtenir en baccalauréat. D'accord. Donc un peu leur donner tes forecasts, mais tes. Ouais, exactement. Okay. Mes prédictions, ouais. Oui, voilà. Et surtout, c'est ça. Et il fallait se faire aider par des professeurs pour qu'ils donnent des prédictions. Et en fait, comme ils connaissaient pas du tout le principe. Ils m'ont donné des prédictions un peu moins bonnes que pour pas que je sois déçue, mais en fait c'était pas l'idée, c'était que je puisse quand même te vendre. Voilà, exactement. Et donc j'ai dû faire un peu à la louche et je me suis sortie exactement avec les notes que j'avais prédites, donc tout allait bien. Ok. C'est vraiment une roulette russe. Ouais, un petit peu. Mais en même temps, ça demande une forte connaissance de soi, de ses compétences pour pouvoir savoir où tu vas arriver. Ok. Et donc c'est ce qui m'est arrivé. Je suis arrivée donc en Angleterre. Alors j'avais appris l'anglais à l'école et fait quelques stages comme ça en vacances d'anglais. Mais c'est vrai que le niveau là-bas était quand même un niveau de natif. Donc je t'avoue que j'ai pleuré à quelques cours parce que je comprends. Je comprenais justement rien. En fait, c'est pas que je comprenais rien, mais c'est sur des sujets que je maîtrisais pas encore. Voilà, certains vocabulaires qui étaient très techniques et ça m'a fait un peu peur, mais après. Est-ce que t'avais choisi quoi comme business management. Okay. Justement encore avec mon père qui m'a aidé parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais juste aller en Angleterre en fait. C'était découvrir le monde. C'était vraiment ce qui me. Enfin le monde, juste l'Angleterre pour l'instant. Ça commence par sortir de son pays. C'est ça.
Et c'est vrai que comme le monde parle anglais, c'était une bonne façon de se forger à l'anglais. Et non, ça a été super intéressant. Franchement, j'ai adoré ces 3 années. J'ai fait bien attention de bien rester avec des Anglais. Au début, c'était difficile pour se sociabiliser, mais ça a été hyper formateur. J'ai vécu vraiment des expériences que j'aurais jamais pu concevoir avant. J'ai changé ma perception sur beaucoup de choses. Enfin, ça m'a vraiment fait grandir et voilà, c'était une superbe expérience. Après, donc du coup, ces 3 années. À la fin de ces 3 années, en fait, j'étais restée un peu avec cette idée il faut que j'essaye cette carrière artistique parce que quand j'aurai 80 ans, je regretterai. Tu vois, je me retournerai et je regarderai le chemin de ma vie et je serais déçue. Ouais, surtout qu'en plus, la danse, c'est quand même particulier dans les arts parce que comme c'est ton corps vieillit, donc tu peux pas te dire à 80 ans, je t'en prie. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai un talent, on va dire, on parlait de talent naturel. Ça, pour le coup, la danse, ça a toujours été hyper intuitif pour moi. J'ai un talent pour ça, naturel, mais j'ai pas tout le côté théorique, justement. Ok. Qui s'est démontré, justement, dans cette année de danse que j'ai fait par la suite, bien compliqué. C'était assez intéressant. Mais pour revenir à mon orientation, donc, voilà, je me suis dit, je me donne une année pour réfléchir déjà sur ce que je veux faire peut-être après, mais pour essayer cette vocation artistique. Et j'ai réfléchi aussi parallèlement à potentiellement quelque chose qui plus classique, qui pourrait me convenir, et on en parlera après. Mais donc voilà, j'ai fait cette année de danse. J'ai cherché sur internet pour trouver une formation de 1 an. Ok, moi ça va être ma question, comment tu fais, mais ok. Voilà. Chercher sur internet. Alors je sais pas si j'ai fait vraiment des recherches en profondeur, mais j'ai trouvé quelque chose qui était bien, qui correspondait à ce que je voulais faire, qui était international, qui était assez vendeur en termes de recommandations, de références. Donc c'était un programme qui faisait 7 mois à Copenhague, au Danemark. Ok. Dans une école de danse, justement de la famille dont je te parlais. Une famille danoise qui était assez connue de la danse, qui avait monté une école, et ils faisaient un programme de 3 mois, donc le visa touristique. D'accord. À Los Angeles, dans les studios à Hollywood. Ah, ok, donc les studios que tu vois un peu sur YouTube. C'est ça. Ouais, les Millennium Studios. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour démarrer ta carrière de danseur, si tu veux faire des danses plutôt on va dire hip-hop moderne, un peu plus street, et d'ailleurs qui accompagne les artistes en tournée. Ok. En fait, tout le gratin se passe à Hollywood. D'accord. Je comprends mieux pourquoi toutes les vidéos qui sont dans les studios Millennium se passent. Voilà, c'est ça. C'est un peu le suivi des exactement ça. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que t'as tous les danseurs professionnels qui prennent des cours là-bas. D'accord. Donc t'as des professeurs, mais ce sont des danseurs pros qui sont plus ou moins connus et qui sont forts à faire des chorégraphies. Ils vont faire des cours. T'as notamment un Français qui s'appelle Yanis Marshall. Ah, ça me dit un truc. Il est hyper connu. Il fait des talons. Tu sais, il danse en talons. Ah oui. Je vois. Et lui, c'est une star là-bas, et donc il a un cours de talons. Lui, il voyage beaucoup. Mais donc voilà, t'as des profs et t'as tous les autres danseurs professionnels qui sont là, qui s'entraînent avec ces cours et qui font aussi du networking pendant ces cours. Et moi, je me suis retrouvée au milieu de ces cours. Et puis t'as aussi des artistes qui viennent en fait dans les cours pour recruter, pour repérer un peu les personnes. C'est ça. Donc tu te retrouves à avoir des cours de danse, mais qui sont des shows littéralement des meilleurs danseurs du monde. Et t'as des stars qui sont là quoi. Il y en a qui voyagent, il y en a qui viennent pour certains cours. Vraiment incroyable. Donc j'ai eu l'impression de hacker le système, si tu veux. Est-ce que tu avais déjà fait de la danse avant? Oui, quand j'étais petite, mais je te dis, la formation théorique était pas là. Donc j'étais un peu la plus nulle, on va dire, la mauvaise de la classe, mais j'ai quand même réussi à tenir parce que le niveau était vraiment compliqué. Il y en a beaucoup qui ont arrêté en fait en cours d'année. D'accord. Mais je t'avoue que j'ai tenu parce que j'avais aussi une formation de sportive assez intense. Okay. J'ai fait beaucoup de compétitions en volley, toujours bien entretenue physiquement. Mais du coup c'était 6 heures de danse par jour, et là pour le coup c'était intense, mais j'ai vécu des expériences incroyables, notamment à Los Angeles, où j'étais dansée dans les
à côté des meilleurs danseurs pro, quoi. Et est-ce que du coup t'es encore en contact avec eux aujourd'hui? Avec les gens, non, j'ai un peu coupé de ce monde-là. J'ai gardé quelques contacts de cette année, mais en tant qu'ami. Par contre, c'est vrai que les contacts que j'ai fait à Los Angeles, plus du tout, parce que c'est vraiment superficiel. Ouais. T'es in tant que t'es intéressant, et puis après, voilà. Ok. C'est les Américains aussi qui sont un peu comme ça. Oui. Mais il y avait des personnalités super intéressantes, hein. Des gens très très bien, et c'est intéressant parce que le monde de la danse, c'est un monde de gens finis, entre guillemets. Finis pourquoi? Parce qu'ils passent leur journée à travailler sur eux. Travailler sur eux-mêmes. Dans le sens où c'est beaucoup de self-discipline, de self-belief. Hein. En gros, tu t'es obligé de te driver, mais tout le temps, un peu comme des entrepreneurs. Sauf que l'entreprise, c'est toi. Et tu dois être au top à fond. T'as un mental, mais des gens, mais incroyables. Voilà. Mais dans une précarité aussi pour certains, parce que c'est hyper compliqué comme milieu. Mais non, vraiment d'une force mentale qui était assez incroyable. Donc ça, c'était super intéressant. Et est-ce que toi, t'as justement l'impression aussi d'avoir, en travaillant 6 heures par jour sur ton corps, etc., d'avoir aussi grandi? Ah oui, complètement. De façon... Ok. Je regrette d'ailleurs en fait de pas pouvoir passer autant de temps sur moi, sur moi-même en termes de rapport au corps et surtout de motivation en fait personnelle. Tu peux pas avoir pas un instant de répit, mais il faut être hyper discipliné, et c'est vrai que en fait un petit peu de discipline tous les jours, ça te mène très très loin. Ouais. En termes de résultats. Par exemple là, j'essaye d'apprendre le mandarin sur Duolingo. C'est hyper bien fait l'application, mais je t'avoue que c'est un peu péché au bout d'un moment. J'ai lâché, mais c'est vrai que tous les jours, en fait, un petit peu tous les jours, ça te mène vraiment loin, et j'avais réussi à commencer à pas bien parler mandarin, mais démarrer un petit niveau, tu vois, en mandarin, rien que... Enfin voilà, c'est l'idée de autodidacte, en fait, tant que tu travailles... Tant que tu travailles sur toi, tu évolues, et puis dès que tu arrêtes, tu stagnes un peu, quoi. Donc, oui, mais tu stagnes, mais t'as pas de décroissance non plus, parce que c'est quand même un truc que t'as appris de... Complètement. Tu sais, j'ai du mal à imaginer, en fait, le quotidien de quelqu'un qui passe 6 heures de danse par jour. Ah bah, tu te couches à 22h déjà. Oui, j'imagine. Si tu veux, les journées, c'était... on se lève à 6h moins le quart. On prend le petit déjeuner. J'allais au studio pour 7h. Je faisais de 7 à 9h une préparation. En gros, je travaillais ce qu'on avait vu la veille. À 9h, ça c'était pas à Los Angeles, c'était au Danemark. À 9h, tu commences la danse. T'as 15 minutes de pause le matin entre les 2 cours de danse que t'as. Vers midi, tu fais une pause de 1 heure. Enfin, plutôt de 45 minutes, parce qu'après il faut que tu te réchauffes de 15 minutes. À chaque fois, en fait, tu montes en température, tu descends, donc il faut se réchauffer et bien s'épiler. Et après, encore un cours, en fait, t'as 2 cours le matin, 2 cours l'après-midi. Enfin, un cours l'après-midi, et après, du temps de pratique l'après-midi. Et si tu veux, tu finis vers 16h30. Ok. Et après, tu rentres et... T'es explosé. Ouais. Mais tu dois quand même un peu travailler encore si... Moi, en l'occurrence, pour mémoriser les chorégraphies, c'était compliqué, donc je devais retravailler là-dessus. Et après, tu as un peu de temps libre, et puis après, il faut que tu prépares tout ce qui est fonctionnel pour le lendemain, mais c'est vraiment... t'as pas vraiment le temps de sortir. Après, tu peux faire une petite sortie dans la journée, mais c'est beaucoup de préparation. Oh, en fait, tu es le Pokémon dont tu parlais tout à l'heure. Oui, j'ai complètement oublié son nom. Magikarp. Oui, voilà, t'es vraiment Magikarp. En soi. Un peu. Mais voilà, donc c'est vraiment c'est un état d'esprit. Après, le rythme à Hollywood, c'est différent pour ceux qui se baignent dedans depuis longtemps. C'est plus intuitif, ça vient naturellement. Ils ont besoin de moins travailler, mais voilà, si t'es en pivot de carrière et que c'est pas forcément quelque chose que tu as fait depuis que t'es tout jeune, il faut vraiment, je pense, d'avoir dans cette autodiscipline, et là à ce moment-là tu peux mais comme tout, j'ai envie de te dire. Et du coup, toi, tu te sentais comment justement, mais en termes plus de ressenti personnel, pas forcément en étant la plus nulle de la classe, mais en voyant ces personnes qui avaient fait ça toute leur vie, et toi en étant plus une petite nouvelle? Je t'avoue que ça a été super difficile à vivre, d'être
d'avoir l'impression de jamais pouvoir rattraper les autres en termes de niveau. Et après, on m'a toujours dit, tout le monde autour de moi me disait, mais il faut pas que tu te compares à nous. Tu vois pas les progrès que t'as fait. Voilà, c'est différent. On a chacun son histoire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai plus intégré maintenant. 3 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard. C'est vraiment, voilà, on se compare pas aux autres. En fait, on a chacun un parcours différent. Et c'est pas parce qu'on n'est pas tous à la même table que ça veut dire que notre parcours a moins de valeur ou on n'est pas en train de succéder ou on n'est pas en train de, je sais pas comment on dirait en français, de progresser, progresser, oui, d'avoir du succès dans notre carrière. Ça veut pas dire qu'on n'est pas, on n'a pas une belle carrière ou un beau parcours. Et c'est vrai que il faut, je pense après cette expérience, j'ai plus vu ma vie, enfin il faut pas le voir en termes d'accomplissement où tu atteins un but. C'est plus qu'est-ce que je vis là actuellement, et cette expérience, elle a autant de valeur que finalement le but que je me suis fixé. Ok. Parce que de toute façon la vie c'est que ça. Hein, c'est d'ailleurs compliqué à intégrer vu que dans notre, enfin, je sais pas si toi c'était la même chose, mais en primaire ou au collège, enfin même au lycée, c'est toujours il faut atteindre la note, il faut atteindre ceci, enfin c'est toujours. Ouais. On pense qu'à l'objectif et pas à l'apprentissage. Enfin. Oui. Moi j'ai plus vu ça, c'est très bizarre maintenant que je suis en train d'y penser, en prépa, où j'ai un peu démystifié tous ces trucs de on a une certaine note à atteindre, parce que j'avais un peu un profil bon élève, donc je devais atteindre une certaine mention au bac, un certain truc. Et en fait en prépa, je pense que c'est la première année, j'ai découvert que 10, ça pouvait être une note de ouf pour moi. Personne passait certaines barres. Et j'ai réappris justement en ayant des notes, en me disant, finalement, je me souviens en latin, on faisait des colles, parce que j'étais en prépa littéraire. Et la 2e année et la 3e année, on faisait des colles à l'oral de latin. Donc on devait traduire des textes de latin. Sans dictionnaire, sans rien. Bon, inutile de dire que je prenais un dictionnaire parce que j'étais trop nulle. Et le prof me notait pas. Et du coup, le jour où je me suis dit que je pouvais avoir une note, c'était déjà un accomplissement de folie par rapport à des gens qui, eux, avaient déjà atteint le 8 en colle. Et j'ai vraiment réappris ce truc justement de faut arrêter de se comparer. Parce qu'on n'a pas du tout tous les mêmes facilités, les mêmes appétences, et on n'a pas travaillé sur les mêmes choses. Mais je trouve que c'est ultra dur comme ah oui, c'est clair, parce que et tu sais, pour revenir un peu sur ce qu'on disait au tout début, tu vois, sur tout ce qui est un peu les femmes, mais je trouve qu'on nous apprend aussi beaucoup à regarder les uns les autres, un peu à bitcher sur les parcours et du coup ça nourrit aussi pas mal la comparaison. Complètement, je pense qu'on n'est pas dans une société très saine pour tout ce qui est le développement personnel et le développement de carrière. Là, ce que ton projet, ça prend complètement sens, et j'ai envie de te dire, mais heureusement que ça arrive enfin, ce genre de démarche, parce que clairement en primaire, au collège et au lycée, on est complètement démunis pour ce qui est de la vie professionnelle et de savoir vraiment ce qui est important pour nous. Et je pense que ça fait que beaucoup de gens finalement soit suivent des carrières qui sont pas forcément ce qui leur correspondent, soit suivent l'exemple des parents très souvent. Ouais. Et du coup, je rebondis. Je fais écho à ce que tu dis là sur les parents. Tout à l'heure, t'as pas mal parlé de ton père justement qui te conseillait et tout. Est-ce que, comment ça s'est passé quand tu leur as parlé de ton projet de partir un an aux États-Unis? Parce que c'est quand même assez différent de ce que tu faisais avant. Et est-ce que ça a joué aussi j'anticipe, mais du coup sur l'étape d'aujourd'hui, tu vois, où après t'es plus, pas rentrer dans les clous, mais tu fais tout ce qui touche un peu à l'innovation, les incubateurs, ça me semble être plus classique de nouveau. Complètement. En fait, je crois que j'étais, je sais pas si c'était en rébellion contre voilà l'omniprésence de mon père, on va dire, dans cet aiguillement de carrière, mais j'étais pas du tout à l'aise avec sa place dans cette aide finalement, parce que c'est peut-être été la seule personne qui m'a un peu aidée. Et justement, ça était parce que c'était un peu la seule personne qui me proposait des idées, que ça a été compliqué ce rapport. Mais mes parents étaient pas du tout
parce qu'en fait ils ont dû donner un soutien financier quand même assez conséquent. Okay. C'est comme une année c'était comme une année à la fac. Ok. Le prix pour l'école, et c'est ma sœur en fait qui a convaincu mes parents. Ok. Donc je t'avoue que je la remercie officiellement via ce podcast. Parce que sinon je le ferais pas en vrai. Non, je lui dis merci, mais à chaque fois mes parents le soulignent bien. En fait, ok, d'accord. C'est quand même grâce à ta sœur que t'as pu faire cette année. Mais D'accord. avec du recul, ils sont complètement d'accord sur le fait que ça m'a aidé. Mais non, je pense que c'est vis-à-vis des parents, c'est que bien plus tard, maintenant, finalement, j'ai fini mon parcours d'études, même si on continue à apprendre toute notre vie, je le pense, mais que mon père finalement, voilà, bon, déjà je sais qu'il me lâche officiellement la grappe. Il m'a dit c'est bon, je peux mourir en paix. Vous avez terminé vos études. Non, je te jure. Ma mission est accomplie. C'était ça. Non. Et en même temps, c'est grâce à lui que j'ai terminé des études. J'aurais jamais suivi un cursus d'études jusqu'au master sans lui. Et c'est vrai que maintenant, je me dis c'est une sacrée sécurité lorsqu'il s'agit de savoir quel métier j'aurais pu entreprendre. Mine de rien, on est quand même briefé par les CV, on est quand même briefé par les expériences professionnelles d'une part, et puis aussi les études, l'endroit où tu as étudié. Malheureusement, c'est quand même, là du moins pour ce que je vise. Mais c'est vraiment à l'issue de ces 2 années de master aussi qui m'ont été un peu. Je dirais pas, tu vois, que c'est mon père qui m'a mis là-dedans, mais il m'a encouragée, et maintenant avec du recul je me dis oui, il m'a vraiment aidé selon ce que je demandais, mais à l'époque je le voyais plus comme il me force à faire ceci, ou il veut absolument, il me pousse à faire ça alors que je me sens pas à l'aise en fait dans cette démarche, et il y a que maintenant que j'ai terminé que je me dis ok, j'ai compris pourquoi j'ai fait ça m'a permis de prendre de l'expérience, parce qu'en fait j'ai fait un master après ça en alternance, donc avec 3 semaines d'entreprise et 1 semaine d'études à l'école, et en plus les études payées par l'entreprise, donc ça c'était vraiment un super truc. En développement immobilier, parce que je voulais développer l'habitat participatif. D'accord. Voilà, et en fait ça m'a permis aussi d'avoir une expérience pratique sur cette idée, et en fait je me suis rendu compte que le marché était pas du tout mature. D'accord. En fait, j'ai étudié, si tu veux, une innovation très en profondeur pendant 2 ans. Et je me suis rendu compte qu'il fallait pas y aller, que c'était pas, ou du moins c'était pas le combat que je voulais mener, parce qu'il s'agit vraiment d'un combat militant, on va dire, avec l'habitat participatif, vu qu'il y a beaucoup de problèmes juridiques et administratifs actuellement en France pour mener à bien ce genre de projet. Donc je me suis dit c'est pas la vie que je veux me mener professionnellement. Donc voilà, et c'est vrai que sans ces expériences-là, j'aurais jamais pu me rendre compte, que c'était les innovations et travailler avec des startups qui me plairaient. Mais avant ça, c'était, je pouvais pas, on m'en avait déjà parlé, tu vois, des incubateurs, des startups. D'ailleurs, ma sœur m'en avait parlé, elle m'a dit, Gaëlle, mais tu devrais peut-être te pencher sur les startups, tu devrais peut-être aller voir. Ah là là, je te jure, si elle écoute ce podcast. Donc tu dois tout. Elle avait raison depuis le début. C'est elle mon mentor en fait. C'est ça. Mon mentor caché, mais donc effectivement, et ça me parlait pas du tout. J'avais pas. Et donc pour finalement te dire pourquoi ça a été important de faire ces choses, c'est parce que l'expérience en fait, c'est ce qui m'a donné le plus de retour sur ce que réellement je sentais et ce dont j'avais besoin. Et plus que en fait finalement penser des choses théoriquement dans ma tête. Tu vois, je me suis dit tu vois, si je fais l'habitat participatif, c'est quelque chose qui est bien pour la société, c'est quelque chose qui est innovant, donc ça me plaira, etc. Et en fait non, c'était dans la vie de tous les jours, j'ai vu ce que c'était le métier de développeur immobilier, donc de projet en l'occurrence, puis j'ai fait du volontariat pour une asso qui développait ça. Et le métier me correspondait pas du tout. Je me suis retrouvée dans un milieu, l'immobilier, qui n'était pas du tout ce que je voulais faire. C'était pas l'immobilier qui me plaisait. Puis même, c'était beaucoup trop juridique.
voilà, c'était tout ça. Et puis voilà, c'était vraiment différent de ce que j'avais imaginé. Et pareil pour la danse, c'était différent de ce que j'avais imaginé. Enfin, il y a toujours l'idée qu'on se fait d'une chose, et puis après la chose qui est. Mais aussi parce que mon jugement est biaisé quand je suis en réflexion. Voilà, exactement. Disons que je vois pas les zones d'ombre, tu vois. Je suis là, c'est trop bien pour cette raison. Et puis, ok, il y a les inconvénients, mais je les ai pas vus. Mais je pense qu'on est tous comme ça. Mais en fait, c'est trop cool du coup que tu passes à l'action, parce que souvent j'ai l'impression que c'est ce qui bloque quand on s'imagine quelque chose. Enfin, je me souviens, j'ai une pote qui est passée d'ailleurs sur le podcast en Nala qui, elle s'est réorientée en CAP pâtisserie, et elle nous disait que pendant longtemps, en fait, elle avait un peu, tu sais, l'Eldorado de ce truc de quand j'arrêterai de faire ce travail qui me plaît pas, j'irai en pâtisserie. Elle s'imaginait un peu un monde parfait, et il y avait cette peur de sauter le pas parce que justement elle disait je veux pas non plus connaître toutes les zones d'ombre qui peuvent exister. Ouais, c'est vrai. Donc c'est cool d'avoir réussi aussi à faire un peu la part des choses pour pouvoir sauter le pas. Alors je pense que chez moi, malheureusement, c'est contraire à la plupart des gens. On m'a souvent dit, tu aimes te cogner contre un mur, ça te fait du bien en fait. Okay. C'est-à-dire, je suis du signe Bélier, alors je sais pas si le signe du zodiaque a quelque chose à voir là-dedans. Mais en gros, j'ai tendance à foncer dans un mur avant de réfléchir. Ok. Et donc il y a un peu ce côté inconscient, sauter dans l'action, hyper spontané, qui fait que j'ai jamais eu cette retenue. Ok. J'ai jamais eu la retenue de me dire peut-être que j'avais pas le niveau pour faire cette année de danse. Ouais. C'était complètement le cas, hein, mais du coup ça m'a permis d'aller toquer aux portes sans cette appréhension. Mais effectivement, je pense que parfois il faut enfin non, souvent même tout le temps. Il faut pas écouter ce que les gens disent. Parce que alors c'est pas méchant, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, on est tout ce qu'on dit, c'est une projection de notre expérience, de notre rapport à la vie, et beaucoup de gens ont déjà ces limitations pour X et Y raisons, et puis n'ont pas forcément testé des choses dans leur vie parce qu'il y avait cette peur de pas y arriver, cette peur de pas être assez exactement le profil type en fait pour ces carrières, et donc en fait eux n'ont jamais sauté le pas, donc vont te dire non, il faut pas. Ouais, c'est plus une peur qui est exprimée par le conseil. Voilà, donc ce que je dirais, c'est que moi, avec mon retour d'expérience, de trop justement foncer sans voir les inconvénients, donc de me retrouver dans des situations un peu incongrues parce que comme l'Angleterre c'est je comprends rien et je suis là, mais qu'est-ce que je fous ici, et à l'opposé, de pas essayer quelque chose parce que on se sent complètement désarmé, mais c'est ce que je ressens d'ailleurs vis-à-vis de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, donc j'ai les deux expériences où là je me sens complètement paralysée. Ok. C'est aussi l'incubateur, ça va me permettre, tu vois, de me voilà. Mais l'idée, c'est que il y a un entre-deux, et l'entre-deux, c'est d'expérimenter à petits pas, de se rapprocher, de se documenter, de faire un travail de rentrer en connexion avec les gens sans pour autant tout de suite s'engager trop fort dans quelque chose qui, je pense, est assez formateur. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour le monde des startups. Pourquoi tu me regardes? Non, mais justement, parce que voilà, essayer de prendre un peu la température avant de forcément se lancer dans quelque chose pour au final de se dire oh là là. Donc je pense que ça serait peut-être moi maintenant ma démarche. Après, est-ce que c'est forcément la bonne? Je ne sais pas. Je te dirai dans quelques années. Oui, mais comme tu as dit, ne pas écouter les gens. Tu verras bien après aussi ce que tu fais de toutes ces expériences. C'est ça. Mais de ce que j'entends, tu vois, souvent des entrepreneurs ou des gens qui ont mené à bien des super projets, on leur a tout le temps dit en fait non, ne le fais pas. Tu vas pas y arriver. Et d'ailleurs, c'est mon père, il me le dit souvent, mais n'écoute jamais les gens. Lui, il l'a reconnu aussi. À chaque fois, on lui dit mais tu vas pas y arriver, le fais pas. Parce qu'il a changé de carrière justement à 60 ans. Ok, il démarre complètement. Alors il a toujours fait, il a fait du consultant, après directeur informatique, et là en fait il démarre en tant que commercial chez Oracle. Ok. Ouais. Oui, donc ça n'a rien à voir. Rien à voir, et en même temps c'est tout un peu connecté, puisqu'il a eu ce métier grâce à son expertise en fait des marchés publics. Et en fait c'est hyper intéressant parce que là il est, moi ça faisait peut-être bien 4 ans que je disais mais change de métier, t'es pas heureux dans ce que tu fais. Il a finalement sauté le pas, et il est hyper content parce que il se sent comme un nouveau-né.
C'est trop fou. Littéralement, il a plein de motivation. C'est comme si, en fait, c'était un peu la finalisation de son parcours, puisque je lui dis mais c'est bizarre. Enfin, t'es né pour être commercial. Comment tu sais, il est très proche des gens. Il parle à tout le monde. Il est super dynamique. Il adore aller au resto, déjeuner avec des tu vois, aller faire des repas pro. Il sort beaucoup. Et je dis mais ça me paraît évident maintenant que tu le fais. Et pourtant, avant que ce soit, enfin qu'il ait fait ce pivot, ça venait pas à l'esprit, voilà. Et lui, beaucoup de gens à son âge lui ont dit mais tu vas jamais y arriver, mais c'est n'importe quoi de changer de métier. Enfin regarde, t'as une situation très stable, tu vas gagner peut-être un peu moins, des choses comme ça en fait. Et donc, il a vraiment essayé de faire un tunnel, de pas écouter voilà ce qu'on disait. Et est-ce que vous en avez parlé justement, comme toi t'as eu plusieurs switches et lui a fait son switch, est-ce que je sais pas, vous avez eu une discussion là-dessus? En fait oui, c'est assez intéressant, mais il m'a dit mais merci de m'avoir encouragée parce que ouais, trop chou. Et lui aussi, en fait je lui ai dit mais merci de m'avoir encouragée à continuer en fait finalement dans ces études qui étaient bien compliquées pour moi et qui n'avaient aucun sens à un moment donné. Et parfois c'est vrai que le soutien psychologique qu'on n'a pas pour soi-même, mais qui est donné par autrui dans notre cercle privé, est vraiment crucial parce que c'est le petit coup de pouce finalement qu'on n'arrive pas à se dire à nous-mêmes que la personne est capable de nous dire à un moment donné parce qu'elle nous connaît mieux ou qu'elle arrive à avoir peut-être plus de recul sur la situation, qui fait que voilà, on va persévérer dans quelque chose auquel on croit. Moi, tu sais, il y a un truc de base. Je pense que tu peux forcer personne à faire quelque chose. Si quelqu'un fait quelque chose, c'est que forcément il a, d'une façon ou d'une autre, envie ou besoin. Voilà. Donc, en fait, je le vois pourquoi ça. C'est-à-dire que tu vas pas suivre ce que quelqu'un te dit forcément parce que la personne te l'a dit. Je vois ça parce que j'ai plein d'amis, je leur donne des conseils et elles les suivent pas. Et donc je suis là mais bon ok, et il y en a d'autres où je vais leur donner des conseils et puis elles vont prendre cette décision très importante dans leur vie et après je me suis posé la question mais zut, peut-être que j'aurais pas dû. Est-ce ma faute Exactement, si ça se passe mal, oulala, je vais me sentir responsable. Et non en fait, parce qu'il y a ces amis qui ne suivent absolument pas les bons conseils, notamment avec des jeunes hommes. Voilà. Et c'est que finalement, voilà, si elles continuent à répéter ces erreurs ou qu'elles vont dans cette direction, c'est que, et même si tu les as encouragées à faire l'un ou l'autre, c'est que cette personne avait besoin de faire ça. Je pense notamment à une amie qui a acheté un chien, qui a adopté un chien. Une maison. Non. Alors au début c'était très difficile et c'est vrai que quand ça se passait mal, quand le bébé, c'était un bébé chien et il arrêtait pas de pleurer et c'est vrai que je me disais oh là là, peut-être que c'était une énorme erreur ce que je lui ai dit. Et pareil, elle, tout le monde disait mais ne fais pas, c'est pas bien. Enfin, personne l'encourageait. J'étais un peu la seule personne à lui dire mais voilà, suis ton cœur et c'est une chose dont t'as envie, la manière dont tu parles de cette expérience, même si t'as des peurs, t'as quand même cette envie derrière et ça a fait basculer en fait. Et donc maintenant, elle est super contente. Ça se passe très bien. Ouais, donc c'est vraiment s'écouter et écouter plus ses envies, plus que le brouhaha autour. Oui, plus que finalement le côté un peu pratique. Après, c'est quelque chose dont on parle assez avec mon copain. C'est l'idée et qui a fait défaut peut-être dans mes expériences et qui a fait que j'ai pu vivre des expériences un petit peu compliquées parfois au travail. Si tu veux, j'ai fait un burn-out à mon alternance après 2 semaines. Après 2 semaines 2 semaines, enfin non, j'ai paniqué en fait. D'accord. Je dis mais dans quoi est-ce que je me suis retrouvée? Ah ok, parce que quand t'as dit burn-out, j'ai vraiment vu Oui, en fait, j'arrêtais pas de pleurer toute la journée au travail. Bon, ça fait pas très bonne figure, mais je m'en fiche parce que... Bon, je vous aime beaucoup, mon ancien travail, vous avez été super. Mais... non, mais parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à un environnement comme ça. Et puis, j'ai l'impression d'avoir été complètement justement aveugle sur les zones d'ombre et me retrouver face à ces zones d'ombre, ces inconvénients. J'étais paniquée en fait. Mais t'es restée dans la même entreprise après, ils t'ont accompagnée. Oui, ils étaient quand même assez bien, mais ça correspondait pas à mon profil. Donc, ok. T'as changé de poste après? Non. Enfin oui, j'ai essayé. J'ai fait vraiment 2 postes sur les 2 ans que j'ai fait avec eux, et donc ça m'a vraiment permis d'apprendre le métier de développeur immobilier dans son ensemble. Et notamment de faire un métier un peu de commercial, donc tu vas chercher du foncier. Là, c'était vraiment pas pour moi, donc je sais que... Mais je peux le faire, tu vois, donc c'était hyper formateur. Et
Et c'est vrai que maintenant on en parlait justement avec mon copain des zones d'ombre, en fait des inconvénients. Enfin pas des inconvénients, mais comment dirait-on, je sais pas quel est le terme exactement qu'il faut employer, mais c'est quand on va dire c'est les choses moins agréables de ton travail, les parties moins agréables. En fait, tu vas avoir forcément des choses agréables et désagréables par rapport à ton métier. Et en fait, l'idée c'est de cerner ces choses qui potentiellement peuvent être désagréables. Des contraintes, voilà, c'est le mot. Oui. Ok. Quelque chose qui peut être perçu comme une contrainte, voir comment est-ce que c'est une contrainte que tu peux supporter, ou voir est-ce que c'est une contrainte pour toi. Par exemple, dans le métier de pâtissier de ton ami, les horaires. Voilà, ça peut être une contrainte pour certaines personnes. C'est une vraie contrainte dans le sens où ça te contraint dans ta vie par rapport à ton cercle privé. Mais voilà, pour certains, la passion va faire que la contrainte est tout à fait acceptable, et pour d'autres, c'est inenvisageable. Oui. Par exemple, pour la danse, moi en l'occurrence, cette contrainte de pas pouvoir sortir énormément, l'alcool. Bon, je dis pas que c'est hyper important l'alcool, puisque maintenant je bois très peu, mais le fait de pas avoir forcément la liberté de vivre ta vie avec moins d'intensité parfois, c'était une vraie contrainte et quelque chose que je suis pas prête à accepter. Mais pour des gens qui avaient vécu là-dedans depuis tout petit, en fait, c'était normal. C'est ça. Donc voilà, je dirais plus maintenant quand il s'agit d'aborder un métier, c'est d'identifier ses contraintes et de voir comment je réagis par rapport à ces contraintes. Ok. C'est un vrai. Et d'ailleurs, je l'avais vu dans un truc de développement personnel. C'était savoir plutôt sélectionner ce que tu n'aimes pas et ce que tu ne veux pas, plutôt que ce que tu aimes. Oui. Pour savoir comment tu. Parce que souvent, tu sais pas en plus forcément ce vers quoi t'as envie de tendre. Mais c'est plus tu sais ce que t'aimes pas faire ou ce que tu sais pas forcément bien faire non plus. Donc ce serait pas forcément aussi bénéfique pour toi. C'est ça. Ok. Et encore une fois, après, c'est aussi quel rapport tu as par rapport à ce que tu attends de ta carrière professionnelle. Je sais que je suis pas comme tout le monde déjà, d'une part, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se satisfait d'une situation qui est moindre pour eux, avec une satisfaction limitée au travail, et ça leur convient très bien et c'est ce qui est bon pour eux. Moi j'ai un peu un côté passionnel, émotionnel, où il faut que je m'éclate, il faut que ça soit à fond tout le temps, et voilà, donc ça fait que mon rapport au travail est peut-être un peu plus compliqué parfois lorsqu'il s'agit de trouver quelque chose qui me va. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus dérouté dans mon parcours, c'est vraiment les angoisses des autres, notamment de mes parents, de ma mère et de mon père aussi, et même de ma sœur. Mais c'est normal parce qu'on projette chacun nos peurs et nos angoisses. Mais voilà, le fait de changer souvent de parcours, moi c'est une vision assez internationale, vu que à l'international il y a moins on est moins dans ce couloir où il faut absolument faire la même chose, il faut avoir, tu vois, c'est un peu plus ouvert. Et c'est vrai que autour de moi, même mes amis, c'était une angoisse totale que je puisse pivoter comme ça de carrière, et ça a été un peu difficile pour moi de vivre justement ces remarques et d'entendre de justement dire mais il y a bien un moment il va falloir que tu trouves quelque chose, ou à un âge tu pourras plus changer, si t'as pas d'expérience concrète, personne va te recruter, des choses comme ça. C'était difficile à vivre. Voilà, c'est un peu là où j'en suis. Mais et du coup, dernière question, comment t'as justement composé avec ces angoisses des autres? C'est une très bonne question. Je t'avoue que je me suis laissée souvent envahir par ces angoisses, et carrément intégrer ces angoisses et les rendre miennes. Ok. Donc ça, c'était assez toxique. Il y a énormément de choses que j'ai dû déconstruire avec notamment une psychologue. Je t'avoue que ça a été complètement crucial pour moi de comprendre ce qui venait du monde de mes parents et ce qui venait de mon monde. Et en fait, il y a énormément de stress en fait qui ne m'appartient pas. D'accord. Et qui est, j'ai l'impression que je suis une éponge au stress des autres. Et des projections des autres sur moi, sur ma vie, les attentes que je dois avoir par rapport à moi-même.
Et aussi, je me fais une idée des attentes de mon cercle. Oui, des attentes que pourrait avoir mon cercle sur moi-même. Notamment mon petit ami sur des attentes qu'il pourrait avoir de moi-même. Et c'est vrai qu'il y a des peurs comme ça qui sont projetées. Alors, je sais pas si c'est par la société ou si c'est sur soi-même, mais notamment vis-à-vis de l'argent, de la sécurité financière, qu'il faut analyser et après construire des stratégies autour. Mais ça demande vraiment un travail d'analyse, notamment par rapport aux finances. Moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a stressée. Voilà, au fait de pouvoir entreprendre. J'ai énormément de peurs encore qui sont liées à l'entrepreneuriat, donc on pourra en parler. Mais le fait de en fait établir comment on appelle ça, une sécurité, enfin une confiance en soi financière, à travers un pactole que tu te crées. Une petite des économies en fait qui constituent ta sécurité financière. Tu te crées une somme que tu considères assez élevée pour te sécuriser financièrement et entreprendre des choses. Moi en l'occurrence j'ai économisé un petit peu sur un compte où je ne pouvais pas retirer de l'argent. Donc c'était le seul moyen. Je sais pas si... Là est le tips. Et le twist. Mais finalement, ça m'a permis quand même d'économiser assez d'argent pour me dire aujourd'hui, si jamais j'ai un pépin dans la vie, je peux tenir un an sans problème, financièrement, pour, voilà. Oui. Pour pouvoir voir venir et te dire, je stresse moins et donc je peux travailler sur d'autres aspects de ma vie. Exactement. Je peux reprendre le pied ou je peux, voilà. Ou, voilà, potentiellement, je vais me lancer dans j'entreprends aujourd'hui ou demain, voilà, un sujet et puis j'ai pas de revenus pendant un an. Mais c'est ok parce que j'ai ce pactole là. Parce que tu peux survivre. Mais du coup, ça veut vraiment dire que au bout d'un moment, ça passe aussi par, j'allais dire, une médiation. Parce qu'il y a pas mal de gens qui, justement, passent sur le podcast et me disent qu'ils ont soit eu un coach, été voir une thérapeute ou un thérapeute pour pouvoir les aider à prendre du recul sur soi. Ah oui, complètement. Moi, je pense Déjà, j'ai vu une coach PNL, donc c'était la maman de ma meilleure amie, qui m'a fait pas mal de sophrologie ou de réflexion sur d'orientation de parcours, que c'était très intéressant. Ça m'a permis quand même de m'ouvrir par rapport à certaines choses, mais c'était plus du psychologique, je dirais, parce qu'il y avait des choses de fond à traiter avant de parler parce que je trouve que les orientations de carrière, ça rejoint quand même énormément de choses. Si on n'est pas bien avec soi-même, on peut pas forcément, on peut pas aspirer à une carrière exactement en lien avec ce qu'on ressent, ce qu'on veut profondément, si on n'est pas au clair avec ce qu'on veut profondément. Exactement. Je vois notamment tous les traumatismes d'enfance. Enfin, on a tous un peu des mini-traumas, on va dire, qui influent sur notre façon d'agir et d'interagir avec le monde. Sur nos peurs, enfin il y a énormément de choses comme ça, sur le bonheur, des choses comme ça qu'il faut travailler. Et moi ça s'est passé par une grosse psychothérapie, avec une psychologue qui a été vraiment incroyable et sans quoi je n'aurais pu débloquer toutes ces peurs en moi. Et ceci dit, j'en ai encore un, mais le travail, je pense mais t'as jamais terminé. Enfin, je pense que t'as jamais fini. C'est plus un équilibre de j'ai suffisamment pas peur, c'est pas le terme, pour justement se lancer, pour faire ci, pour faire ça et entamer un nouveau truc. Oui, j'ai suffisamment confiance en moi, j'ai assez d'audace pour... Et puis la peur du rejet, la peur de l'échec, c'est quelque chose qui m'était complètement paralysant pour moi. Ouais, en fait, j'étais pas au courant, mais je m'en suis rendu compte, notamment en faisant le métier je t'ai dit, de développeur immobilier de commercial, donc qui va chercher du foncier, donc j'allais carrément voilà, aller sonner chez les gens pour leur demander oui s'il vous plaît, j'ai repéré votre terrain, j'ai besoin d'acheter votre terrain, alors qu'ils habitent dessus, ils ont pas forcément envie de vendre. Donc si tu veux, il y a des gens qui, déjà la plupart des gens n'ont pas une bonne image du promoteur immobilier, donc tu te fais jeter, de la personne qui vient frapper à la porte. Voilà, c'est ça. C'est vraiment il faut arriver à créer un contact avec les gens. Je appelle aussi beaucoup d'agences immobilières. Enfin, c'est assez compliqué, notamment quand tu démarres et que tu connais rien au métier. C'était vraiment challengeant. Et en fait, c'est plutôt des hommes qui font ce métier.
ça ne m'étonne pas. Voilà. Et ben, on va retenir au truc des genres. Oui, mais alors, ok. c'est aussi bête que ça puisse y paraître. Ça a été vraiment révélateur pour moi parce que c'était une telle difficulté pour moi de passer outre cette peur du rejet, ce besoin, enfin, le fait d'aller communiquer, d'aller rentrer en contact avec les gens, que mon N+1, en fait, à l'époque, il me dit, mais, enfin, pourquoi tu bloques? C'est pas si difficile que ça. Enfin, allez, je t'en demande pas beaucoup, fais-le. Et c'est vrai que il m'a un peu secoué, mais je le remercie vraiment. Alexis, si t'entends ce podcast, je te remercie. Il m'a secoué, et c'est vrai que ça m'a challengé, et j'ai même, je me suis vraiment braquée. Je lui dis, mais c'est pas ça que je veux faire plus tard. Enfin, c'est quand il m'a trop poussé que je lui dis, mais écoute, ce métier il est pas fait pour moi, je me sens pas bien là-dedans. Que c'est finalement aussi au moment où j'ai lâché prise et j'y suis allée. Et je me suis rendu compte, mais en fait, il y a aucune nana qui font ce métier, il y en a très peu. Les garçons me disaient non, c'est pas vrai, moi je vois quand même beaucoup de filles. Oui, c'est pas du tout. C'est un peu de la théorie de la minoire. C'est ça, mais ils étaient pas du tout au courant des pieds, quoi. Et je me disais, mais attends, toutes les filles qui ont été recrutées avec moi en alternance ne voulaient pas tester, elles ne voulaient même pas essayer. Elles se fermaient directement ses portes. Mais je pense que c'est ce qu'on disait, ça revient au biais on apprend aux garçons à être peut-être plus entreprenants, mais complètement. On leur dit tu peux le faire, alors que les filles sont beaucoup plus dans tu es studieuse, tu es discrète, tu fais attention. Et le rejet aussi, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même rapport qu'on se fait ça. C'est ça. Et moi je me dis mais oh là là, en fait c'est horrible parce que là je vois bien que ça me mettait mal à l'aise, ça me mettait inconfortable ce métier, mais j'y suis allée parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à en tirer, je sentais que c'était un endroit où je pouvais grandir. Même si ça allait me mettre inconfortable, tu vois, un peu ce truc de bélier, il faut foncer. Et maintenant, je me dis, mais oh là là, ça m'a permis cette expérience à me dire, d'une part, je peux le faire, même si j'aime pas trop ça, mais d'autre part, c'est essentiel au métier d'entrepreneuriat d'aller vers les autres, de débloquer des portes, de faire tout ça. Et c'est pas forcément que je suis nulle à ça ou que j'aime pas, c'est juste que je n'ai pas la confiance en moi pour le faire. Et j'ai pas forcément, c'est pas quelque chose vers lequel j'étais poussée en tant que femme. Et en fait, ça m'aurait, si je n'avais pas été confrontée à cette difficulté et passé outre, parce que en fait, je pense que les garçons aussi, dans leur expérience, les garçons qui étaient avec moi, qui étaient plus âgés, qui faisaient ce métier, ils disaient, bah c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué, mais c'est formateur. Et eux considéraient que c'était normal en fait d'être dans cette démarche de, c'est désagréable, mais on passe. On continue, on persévère, et on passe, et à un moment ça devient agréable et ça devient facile. Et eux étaient habitués à cette démarche. Ils trouvaient ça normal. Ils sont d'accord avec moi. C'est bon parce que j'ai vraiment eu, je sais pas pourquoi en ce moment il y a plein de gens qui me font le parallèle, tu vois, entre ta vie pro et ta vie amoureuse. Et je me dis mais c'est la même chose, on a peu souvent éduquer les filles à pouvoir, tu vois, faire le premier pas, être plus ou moins entreprenante dans leur relation, alors que c'est vraiment attendu d'un mec que ce soit la personne qui mène la danse de façon super cadrée et du coup, j'allais dire se prendre un râteau pour eux est plutôt vu de manière, enfin pas forcément positive ou vécu de façon positive, mais c'est comme un peu un rite de passage de de toute façon il y en aura d'autres et il faut échouer pour tomber. C'est complètement ça. Et moi, pour te dire, j'ai toujours été une fille très entreprenante d'un point de vue relation, et c'est pour ça que j'ai eu pas mal de relations, parce que justement, j'ai eu pas mal de slut shaming d'ailleurs par rapport à ça. Mais incroyable quoi. Et c'est vrai que je pense que c'est parce que mon père n'a pas eu de garçon, et donc il nous a éduqués vraiment un peu comme ses fils, enfin je pense d'une manière ou d'une autre. C'est ça, j'avais le prénom mix, donc tu vois, je peux switcher. Non mais je pense qu'il nous a éduqués comme des individus avant d'être des filles. D'accord. On a toujours fait beaucoup de sport, des choses comme ça, et c'est vrai que moi le côté entreprenant aller directement vers le garçon parce que c'est ce que j'aimais et c'est moi qui choisis, a jamais été un problème. Et c'est vrai que moi, quand j'avais des amis qui me disaient mais attends, je fais jamais le premier pas, non, moi je choisis ceux qui viennent à moi, je dis mais en fait tu choisis pas vraiment, t'es obligé un peu de... Bon voilà, c'était un peu l'idée, mais même en étant une fille ou une femme qui a été grandie dans cette dynamique, c'était hyper compliqué pour moi, tu vois, de faire cette démarche entreprenante vis-à-vis du métier de commercial. Donc il y a un vrai truc, je pense. Après, c'est aussi un métier justement de commercial. Je pense que c'est un truc que t'apprends et c'est tout le temps assez difficile d'avoir
d'avoir ces expériences-là. Moi, je sais que aussi pendant un stage, j'ai dû faire du commercial et je déteste ça. Donc je me suis dit, c'est juste aussi pas dans ma... Enfin, je sais le faire, mais j'aime pas ça. Je comprends. Donc je me suis dit que c'était plus aussi un côté de la nature, plus que vraiment on ne l'apprend pas. Je sais pas. Moi, c'est vraiment une question aussi que je me pose. C'est vrai que les choses deviennent plus agréables quand on arrive quand on y est habitué et quand on les gère bien. Donc, j'ai pas assez persévéré si tu veux, dans le truc pour vraiment savoir si c'était quelque chose qui me plaisait ou juste ces peurs qui me paralysaient. Donc, c'est vrai. Je sais pas. Bah écoute, merci beaucoup. C'était super chouette. Et même, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine pour pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau.